connaît depuis plusieurs années, qui est un ancien étudiant de l'École normale supérieure dont il est sorti vers 2007 et qui est maintenant professeur à Caltech, à Pasadena, près de Los Angeles. Voilà. Thomas. Merci Gilles. Est-ce que vous m'entendez bien? Le micro, ça va? Je peux le bouger, vous me dites hein, si vous m'entendez plus à un moment ou à un autre. N'en profitez pas pour vous endormir. Merci Gilles, merci à tous d'être venus. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. D'autant plus que c'est ici même à l'Institut Henri Poincaré que, juste alors que je terminais l'École normale supérieure en 2007, que j'ai pour la première fois été en contact avec le calcul quantique. Il y avait un programme sur un thème similaire au programme qui a lieu en ce moment, qui était en 2006, c'était janvier 2006, de janvier à juin 2006. Et donc c'est dans cet amphithéâtre que j'ai pour la première fois entendu parler du domaine du calcul quantique, qui est le domaine dans lequel je fais ma recherche maintenant. Et je me rappelle bien à l'époque, ce qui m'avait attiré le plus, c'était cette idée d'utiliser l'ordinateur quantique comme un regard sur le monde, comme une manière de se poser des questions par rapport aux lois physiques, aux lois de la mécanique quantique, et de réfléchir à ces questions en demandant qu'est-ce qu'on peut faire avec ces lois. On peut faire un ordinateur, à quoi est-ce que ça ressemblerait, qu'est-ce que ça nous apprend sur la physique. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette image ici, ce regard sur le monde. Pour ceux d'entre vous qui avaient reconnu l'artiste, tant mieux. Si vous n'avez pas reconnu qui c'était, vous pouvez vous demander quelle est ma nationalité, ça vous donnera un indice, ce n'est pas très difficile. Si vous y arrivez, ah ben oui, donc monsieur a trouvé la solution, mais ne le dites pas. Ce que j'allais dire, si vous n'y arrivez toujours pas, il y aura un autre tableau du même peintre à la fin de l'exposé qui vous donnera la solution. Mais oui, en France on est cultivé, donc Gilles le sait aussi. Bon, tout le monde a trouvé, d'accord. C'était trop facile, je voulais vous donner quelque chose de plus difficile. Peut-être j'attends une minute que tout le monde soit installé, si vous voulez, il y a des places devant. Bon, donc, de toute façon, ça c'était en 2006. Depuis 2006, il s'est passé beaucoup de choses en calcul quantique. Je ne sais pas si en 2006, on aurait pu remplir un amphithéâtre tel que celui-là, avec un titre tel que celui de mon exposé. Peut-être qu'on aurait pu. Mais tout de même, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et je pense peut-être une des raisons pour lesquelles certains d'entre vous sont là, c'est que, comme moi, vous lisez les journaux et vous voyez ce genre de titre. Donc là, c'est Le Monde en juillet, qui nous dit que ça y est, on y est, l'ordinateur quantique, c'est pour bientôt. En tout cas, on se prépare à faire le saut. Donc peut-être certains d'entre vous ont vu ça, ou peut-être que vous lisez la Tribune, qui, elle, c'est déjà fait. On l'a, cet ordinateur quantique chinois. Vous voyez, je ne sais pas si on peut... Oui, c'est écrit là en chinois, ordinateur quantique. Bon, donc voilà. Ou bien peut-être, bon, France Culture, toujours un petit peu plus circonspect. Donc, aura-t-on un jour des ordinateurs quantiques? Là, il parle des efforts français, ou du moins des efforts européens. Thierry Breton nous promet un ordinateur quantique pour dans 10 ans, 20 ans peut-être. Bon, c'est quand même pour relativement bientôt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une course qui est en route pour cet ordinateur quantique. Et donc, on se demande un peu qu'est-ce que c'est. Et si vous êtes comme moi, bon, vous lisez ces articles et il y a des places tout devant, si vous avez le courage. Vous lisez l'article, en général, il n'y a pas énormément d'informations sur ce qu'est cet ordinateur quantique. Et donc, c'est peut-être pour ça en partie, que certains d'entre vous êtes venus ici. Bon, avant de lire les articles, on peut déjà regarder les images. Ces images sont intéressantes. Je vous en ai montré quelques-unes. Elles sont de deux types, en général. On peut vous montrer soit ce genre d'images, qui sont en gros des gros plans sur la mécanique qui est à l'intérieur de l'ordinateur. Il y a différents systèmes qu'on peut vous montrer. Bon, ça, c'est tous des ordinateurs quantiques, des qubits qui sont implémentés dans divers endroits du monde, y compris en France. Donc, on peut y avoir une image de ce type-là, qui vous montre l'intérieur, ou bien alors des images telles que celle de la Tribune, qui vous montre de l'extérieur cette énorme boîte noire. Je dois vous prévenir, je suis désolé, je n'ai pas l'habitude de faire des exposés en français, alors ça va pleuvoir du néologisme. J'essaye de... Mais bon. Ah, bah oui, je pense. Peut-être là-bas. C'est mieux? D'accord. Le problème, c'est que vous allez dormir maintenant, alors il faut que je garde tout le monde éveillé. Bon, regardez les images. Donc on vous montre ceci, cette grosse boîte noire, et on vous dit, bon, ceci est un ordinateur quantique, et puis c'est à vous d'imaginer un peu ce qui pourrait se passer à l'intérieur. Donc c'est ça un ordinateur quantique, une grosse boîte noire qui à l'intérieur contient des choses colorées qui font certains calculs. Bon. Et bon, si je vous montre ces images, ce n'est pas seulement pour rigoler, c'est pour vous faire sentir
qu'il y a une réelle difficulté à parler de cet ordinateur quantique. Et donc pour vous faire sentir un peu la difficulté, je vais vous dire 2-3 choses très simples sur les principes sur lesquels il se base et quel genre d'application est-ce qu'on a en vue pour l'ordinateur. Mais ce n'est pas vraiment le sujet de l'exposé, donc je ne vais pas vous en dire trop, mais bon, quand même un petit peu. Donc l'idée générale, c'est qu'on essaye de construire une machine qu'on appelle ordinateur quantique, dont le comportement est régi par les lois de la mécanique quantique, qui sont... j'ai un problème avec mon pointeur. Qui sont les lois de l'infiniment petit, si vous voulez, sont les lois qui régissent le comportement de particules telles que, par exemple, ici c'est un électron, mais ça pourrait être aussi un photon, ou toutes sortes de systèmes particules élémentaires. Et donc on a ces lois de la mécanique quantique, on essaye de construire un ordinateur qui fonctionne suivant ces lois. Et il y a 2 principes, je dirais, importants dont on essaye de tirer parti pour créer une machine qui ait certains avantages par rapport aux ordinateurs classiques. Donc je vais vous dire quels sont ces 2 principes et de quelle manière on espère en tirer avantage. Donc le premier principe, c'est ce qu'on appelle la complexité exponentielle de la mécanique quantique. Ce que ça veut dire, c'est tout simple, c'est que si vous prenez un électron tel que celui-là, pour le décrire de manière classique avec un stylo et un papier, bon, pour le spin, il y a 2 paramètres, donc il y a 2 variables. Ça, c'est pour un électron. Mais dès que vous commencez à en prendre plus, si vous prenez 2 électrons, 3 électrons, le nombre de variables qui est nécessaire pour représenter l'état de ces électrons croît de manière exponentielle. Pour vous faire sentir ce que c'est cette croissance exponentielle, donc on prend des exemples. Donc là, c'est une photo d'un vrai ordinateur quantique. C'est un ordinateur quantique à 5 qubits qui est fait par IBM. Ils l'ont mis dans le nuage. Vous pouvez aller sur le site internet d'IBM, vous inscrire, et vous pouvez programmer cet ordinateur à 5 qubits. Donc on voit les 5 qubits, là, c'est les 5 petits réseaux comme ça. Donc si on essaye de simuler cet ordinateur de manière classique, on a besoin d'une puissance de calcul de puissance 5, donc c'est 32. Donc on peut faire ça avec un boulier. Donc si vous n'avez pas envie d'aller sur le site internet d'IBM, vous pouvez aussi prendre votre boulier et simuler ce système-là. IBM nous promet un ordinateur plus gros, non seulement 5 qubits, mais 17 qubits maintenant, ça c'est une image. Et donc pour simuler cet ordinateur-là, vous aurez besoin de 2 puissance 17, un ordinateur classique de 2 puissance 17 bits. Donc c'est à peu près la puissance de calcul c'est la machine Enigma qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est toujours pas super impressionnant, mais on peut continuer. On nous promet, ça c'est un ordinateur peut-être quantique de 50 qubits qui est manufacturé par une firme canadienne. Et donc 50 qubits, ça fait 2 puissance 50 bits, c'est à peu près la puissance d'un iPhone moderne. Donc c'est toujours pas quelque chose d'absolument impressionnant, mais tout de même on arrive à une certaine puissance. Et vous voyez que ça augmente vite quand même. Maintenant, si je prends 50 et que je le multiplie par 3, et donc je réfléchis à un ordinateur de 300 qubits, qu'on n'a pas encore, mais on n'en est pas très loin, dans ce cas-là, la complexité de le simuler, 2 puissance 300, c'est à peu près 10 puissance 80. Le nombre de particules dans l'univers, c'est 10 puissance 70 à peu près. Donc ça, c'est, bon, je ne sais pas, 1000 fois plus que le nombre de particules dans l'univers. Donc c'est ça qu'on appelle complexité exponentielle. Vous voyez, la taille de l'ordinateur quantique augmente de manière progressive. 5, 17, on a multiplié par 3, j'ai multiplié par 3, j'ai multiplié par 6, alors que la complexité de simuler ce système augmente de manière exponentielle. Donc c'est une des premières choses dont on va essayer de tirer parti. Malheureusement, bon, le fait que l'ordinateur lui-même soit difficile à simuler ne veut pas dire qu'on peut automatiquement tirer parti de cette puissance exponentielle pour faire ce qu'on veut. Donc il se trouve que ces ordinateurs quantiques seront plus efficaces pour résoudre certaines tâches, mais pas toutes les tâches. Des exemples de tâches qu'on peut résoudre de manière plus efficace, c'est des tâches qui viennent de théorie des nombres, comme par exemple la factorisation. Ça, c'est un algorithme célèbre, l'algorithme de Shor. Aussi, un autre domaine d'application pour l'ordinateur quantique, ce sera la simulation. Parce que c'est naturel, si on a des systèmes physiques ou biologiques, chimiques, dont le comportement est régi par les lois de la mécanique quantique, on a exactement ce même problème, qui est que pour les simuler de manière classique, on souffre de cette difficulté de complexité exponentielle, et donc c'est naturel d'utiliser un ordinateur quantique pour simuler des phénomènes de physique quantique. C'est l'idée de Feynman qui est le premier à avoir pensé à cette possibilité d'utiliser la mécanique quantique pour créer des ordinateurs. Donc c'est le premier principe dont je voulais vous parler, cette complexité exponentielle. Le deuxième, peut-être vous en êtes aussi familier, c'est le chat de Schrödinger, c'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude. C'est l'idée que, en général, lorsque vous faites une mesure sur un système quantique, cette mesure va perturber le système. Le système va évoluer dans un sens qui est compatible avec le résultat de la mesure que vous avez effectuée. Donc ça, c'est un principe qui est utile dans un régime complètement différent, qui est utile pour la cryptographie.
L'idée, c'est que si vous pouvez encoder de l'information dans un système qui est tel que toute mesure de cette information va perturber le système, vous avez une manière de protéger vos secrets. Vous prenez le secret, vous l'encodez dans un système quantique. Si un adversaire, un espion arrive, fait une mesure pour observer votre secret, cette mesure va nécessairement perturber le système d'une manière que vous pourrez dans le futur détecter qu'il y a eu une intrusion. Donc ça, c'est l'idée vraiment très générale pour l'utilisation du principe d'incertitude, aussi l'impossibilité de clonage pour faire de la cryptographie quantique. Ça, c'est quelque chose qui est implémenté en pratique. Là, je vous ai mis une image on fait de la distribution de clés quantiques. Donc, Alice a un laser et elle envoie des... Je ne sais pas si vous voyez de loin, mais Alice est ici, elle a un laser, elle envoie des photons à Bob. Ils font des mesures et ils arrivent, en utilisant un certain système, à détecter s'il y a eu une interférence de la part d'un espion au milieu sur la ligne. Là. Et ça, c'est... Bon, il y a quand même peut-être 1 kilomètre ou quoi, je ne sais pas où... Il y a des piscines partout, je ne sais pas si vous voyez, donc je crois que c'est à Singapour, puisqu'ils ont toutes les... donc bon, voilà, c'est une image. Voilà, donc c'est 2 idées vraiment de base, des choses qu'on peut faire avec cet ordinateur quantique. Je vous les résume là. Mais plus que vous parlez des applications de l'ordinateur quantique, maintenant ce que j'aimerais vous faire sentir, c'est une difficulté qui vient exactement des mêmes principes. Parce que maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je vais peut-être avoir la possibilité de créer cette machine, cet ordinateur quantique, qui a ses propriétés. Quelles sont ses propriétés? Cet ordinateur quantique est une machine qui va être impossible de simuler à cause de cette complexité exponentielle. C'est pour ça qu'on a envie de le créer. Si on pouvait le simuler, on utiliserait le simulateur. Donc c'est une machine qui est difficile à simuler, et c'est aussi une machine dont il est difficile d'observer l'état, parce que si on fait une mesure, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de cet ordinateur, comme c'est un système quantique, on va le perturber, l'ordinateur va être modifié, et donc ça devient très difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc ça soulève une question fondamentale, qui est la question de comment savoir ce qui se passe à l'intérieur de cet ordinateur si on ne peut pas le simuler et si on ne peut pas regarder à l'intérieur. Parce que moi, je vous dis, je vous montre cette photo, je suis le journaliste ou je suis le fondateur de la start-up, et je vous dis, bon, c'est un ordinateur quantique, regardez, il est gros, achetez-le. Et je vous promets, à l'intérieur, regardez, c'est comme ça, je vous dis, moi, il y a des photons, des électrons, et ça peut faire toutes ces choses, tous ces calculs. Vous ne savez pas, vous êtes à l'extérieur, et de votre point de vue, si vous êtes un peu sceptique, ce qui pourrait se passer, c'est exactement ce qui se passait au XVIIIe siècle avec le Turc mécanique. Vous connaissez l'histoire, ça c'est un des premiers ordinateurs qui jouait terriblement bien aux échecs de manière impressionnante. Bon, ce qui se passe évidemment, c'est que c'est juste une armoire creuse et il y a un nain à l'intérieur de l'armoire qui est particulièrement doué pour les échecs et qui bouge avec un aimant les pièces sous le tableau. Et bon, si vous êtes un joueur d'échecs médiocre et que vous n'avez pas le droit d'ouvrir la boîte, comment est-ce que vous faites la différence entre réellement un phénomène miraculeux ou un nain qui sait bien jouer aux échecs, mais pas de manière si impressionnante que ça. Donc c'est le point de vue qu'on a. Nous, il y a cet ordinateur qui est quantique, mais nous, on est un expérimentateur ou une expérimentatrice, on est des humains, on est classique. Ce qu'on observe, c'est comme cette personne-là, on observe des données classiques et on essaye de déterminer est-ce que cet ordinateur réellement accomplit la tâche qu'il me promet qu'il accomplit, sans que je puisse la simuler et sans que je puisse l'ouvrir. Donc ça paraît impossible. Donc c'est un problème fondamental, je l'ai écrit en toutes lettres pour vous ici, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Étant donné cette machine, étant donné que nous, expérimentatrices, soyons purement classiques, avons nous la possibilité de tester cette machine, de la caractériser, de certifier son comportement. Est-ce qu'on peut vérifier cette puissance? Et donc j'ai envie de vous donner une réponse positive à cette question, mais là je l'ai formulée de manière vraiment générale, alors c'est un peu difficile de mettre les mains dessus. Et donc pour le reste de l'exposé, voudrais me concentrer sur une instantiation particulière, particulièrement concrète de cette question, et vous expliquer une certaine tâche que l'ordinateur quantique est particulièrement doué pour résoudre, qu'on ne peut pas résoudre avec un ordinateur classique. Et ça va être une tâche qui paraît difficile à vérifier, mais au final, on va quand même réussir à la vérifier en utilisant à nouveau les lois de la mécanique quantique. Vous pouvez m'interrompre si vous avez des questions. Sinon, moi, je continue. Oui? Il faut parler fort parce que je n'entends pas bien.
Non, c'est une bonne question, c'est une question intéressante et il y a vraiment, on peut modéliser de manière précise, il y a un, et j'ai le mot anglais qui me vient à l'esprit évidemment, un trade-off, il y a un compromis entre le gain d'information qui a été fait par l'espion et la modification du système. Donc je peux modéliser ça de manière précise et plus la personne a obtenu d'informations par sa mesure, plus moi je vais détecter quelque chose qui est plus visible lorsque je vais vérifier mon système à la fin. Et donc je peux vraiment avoir, en fonction de ce que j'observe, je peux vraiment avoir une estimation de quel est le gain d'information que l'espion a. Merci. Bon, donc je vais vous... Ouais? Est-ce qu'on ne pourrait pas répondre à la question en utilisant l'algorithme de Shor sur un des problèmes classiques? Ah, mais c'est une question magnifique. Oui, bien sûr, on peut. On peut. Alors, donc ce que monsieur me fait remarquer, c'est que ma question ici a une réponse facile, qui est de prendre certains problèmes, comme par exemple le problème de factorisation dont je vous ai parlé, qui sont des problèmes pour lesquels il est en général difficile de trouver une solution. Si je vous donne un très grand nombre, et vous devez trouver deux nombres dont le produit, si ce nombre fait la taille du tableau, vous n'allez pas y arriver, ça va prendre beaucoup trop de temps. L'ordinateur quantique va y arriver, et s'il y arrive, comment est-ce qu'il va vous montrer qu'il y est arrivé? Il va multiplier. Et il se trouve qu'il est beaucoup plus facile de multiplier que de factoriser. Donc ça, c'est un exemple de problème dont la solution est difficile à trouver, mais facile à vérifier. Et donc effectivement, ça c'est quelque chose qui répond à la question, mais c'est quelque chose qui n'est pas général. Il y a plusieurs problèmes avec ça. Un problème, c'est qu'il faut déjà que mon ordinateur soit capable de factoriser. Et c'est vrai que si j'ai un ordinateur quantique général qui fait 500, 1000 qubits, il devrait être possible de factoriser si nos théories sont correctes, et donc je pourrais le vérifier. Mais là, on n'en est pas là. Là, on a des ordinateurs qui ont 10 qubits, 50 qubits, ils ne sont pas capables de factoriser. Peut-être qu'ils sont quand même capables de faire quelque chose d'intéressant, comme par exemple la cryptographie, ça c'est quelque chose qui est implémenté maintenant. Est-ce que ça, je peux le vérifier? Donc on se pose... voilà. Est-ce que tout... En gros, c'est un exemple de tâche qui est vérifiable, que vous me donnez, la factorisation. Mais on peut poser la question, est-ce que toutes les tâches que l'ordinateur quantique pourrait accomplir sont-elles toutes vérifiables? Merci. Bon, et donc moi, je vais me concentrer sur une tâche vraiment simple, mais qui a l'avantage d'être une tâche que l'on peut implémenter aujourd'hui, qui est la tâche de générer des nombres aléatoires. Donc, j'ai un problème avec mon pointeur. Voilà, donc les nombres aléatoires, c'est quelque chose qui est en général utile. C'est quelque chose dont on a besoin pour la cryptographie. On a aussi besoin de nombres aléatoires pour implémenter certains algorithmes probabilistes de manière plus efficace. Un autre domaine d'application majeur des nombres aléatoires sont les salles de jeu. Quand vous avez des salles de roulette sur Internet, il faut faire tourner la roulette et il faut décider où est-ce qu'elle s'arrête et comment est-ce qu'on fait. On choisit un nombre aléatoire. Comment est-ce qu'on choisit un nombre aléatoire? Et c'est ça le problème, c'est que les ordinateurs qu'on a, la mécanique classique et les ordinateurs sont complètement déterministes. Si vous savez à l'avance quel est l'état de l'ordinateur, vous pouvez prédire son état à n'importe quel moment futur. En particulier, si vous savez quel est l'état de l'ordinateur caché derrière la roulette à un certain temps, alors vous pouvez prédire pour tout le futur là où la roulette va s'arrêter et vous pouvez gagner, battre la salle de jeu. Donc c'est tout à fait dans l'intérêt de la salle de jeu d'avoir un vrai générateur de nombres aléatoires. Mais bon, on ne peut pas, donc ils font le mieux qu'ils peuvent. Il y a des générateurs de nombres aléatoires en software qui sont comme ça, vous pouvez le télécharger sur Internet, l'exécuter sur votre ordinateur, et ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent une formule mathématique pour calculer chaque nombre en fonction des 5 ou 10 nombres précédents de manière suffisamment compliquée pour qu'ils soient en pratique difficiles pour vous de prédire quels sont les nombres suivants. Une autre chose qui est utilisée en pratique, c'est des choses comme ça. On prend un circuit qui mesure peut-être la température ou l'humidité de manière soi-disant extrêmement précise. Vous mesurez la température et vous regardez le 10e chiffre. Et évidemment, ce 10e chiffre ne veut rien dire du tout. Et donc, probablement, c'est aléatoire. Et alors, on obtient quelque chose comme ceci. Et on utilise ça comme générateur de nombres aléatoires. C'est des méthodes qui sont heuristiques, mais qui n'ont aucune garantie. Alors que la mécanique quantique, elle, est probabiliste, et je vais vous expliquer cela, probabiliste de manière intrinsèque. Donc les lois de la mécanique quantique sont telles qu'elles vous disent que oui, il y a des phénomènes qui sont purement aléatoires. Non, le monde n'est pas déterministe. Voici une méthode pour générer un nombre aléatoire, et on peut l'implémenter en utilisant la mécanique quantique. Et c'est quelque chose qui existe, vous pouvez aller sur Internet, c'est une compagnie suisse, ID Quantique,
Alors, vous pouvez acheter ces nombres de générateurs de nombres. Je vais vous expliquer comment ça marche. C'est générateurs de nombres aléatoires sur Internet. Ça, c'est USB, PCI, il y en a plusieurs. Et en fait, j'ai celui-là chez moi et j'aurais bien aimé vous l'amener parce que c'est impressionnant quand même. À l'intérieur, il y a un laser qui prépare des électrons, qui les mesure, etc. Ça fait cette taille-là. Mais j'habite en Californie et je n'ai pas osé Je me suis dit, les douanes, ils ne vont pas aimer. Donc, je ne l'ai pas pris. Donc, il faut que vous me croyiez sur parole, mais vous pouvez l'acheter. Bon, ça coûte 1 000 € quand même. Mais peut-être c'est moins cher maintenant. Ils font des promotions parfois. Voilà, bon, en tout cas, on vous vend ceci et on vous promet, c'est un nombre un pur, c'est écrit quelque part ici, true randomness. Oui, donc c'est un générateur de nombres réellement aléatoires, pas quelque chose comme les dés que je vous ai montré au transparent précédent. Donc qu'est-ce que ça veut dire, purement aléatoire? Donc, pour ça, il faut que je vous explique un tout petit peu, un peu de b.a.-ba de mécanique quantique, d'ordinateur quantique. Donc il faut que vous soyez patient avec moi, il va y avoir deux images, mais j'espère que ça va être compréhensible. Donc je commence par le bit, bon, parce que ça c'est plus facile à comprendre, et j'ai une certaine manière de représenter ce que c'est qu'un bit, donc essayez de suivre. Donc je vais représenter un bit comme une pièce qui soit laisse passer le courant, mais le courant pour moi ça va être le regard, soit arrête le courant. Donc la pièce peut être horizontale ou verticale, d'accord? Et puis on la regarde avec un certain angle, donc vous imaginez le courant. Si la pièce est verticale, elle bloque le courant, on voit un 1, donc ça c'est ma manière de représenter le bit 1. Ma manière de représenter le bit 0, c'est une bit horizontale qui laisse passer le courant. D'accord? Donc on a un 1, un 0, bon, c'est facile. Et je peux aussi représenter, c'est un peu plus compliqué, ce que j'appelle un bit probabiliste. Alors ça c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui existe mathématiquement. Je peux dire, OK, comment est-ce que je représenterais un bit qui est 0 avec probabilité 2 tiers et 1 avec probabilité 1 tiers? Bon, je le représente comme ce petit nuage-là qui fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Donc si vous faites le calcul, ça vous fait... c'est 0 avec probabilité 2 tiers. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une abstraction. Si je dis il est 0 avec probabilité 2 tiers et 1 avec probabilité 1 tiers, ça veut vraiment dire que bon, je ne sais pas ce qu'il est. Mais en pratique, cette pièce, elle est soit horizontale, soit verticale. Et tout de même, je peux le définir. Donc ça, c'est le bit classique. Maintenant, je vous explique le bit quantique. Ça va être pareil. Alors, quelque chose comme ça, qui peut être soit 0, soit 1. Alors, sauf que je change un peu ma notation. J'utilise la notation quantique, donc bon, ça c'est juste une manière de représenter l'état 1 d'un point de vue quantique. On met ce qu'on appelle un ket autour. Le 0 quantique, voilà, donc cette pièce peut être soit 0, soit 1. Je peux aussi définir un qubit probabiliste, donc quelque chose qui est avec probabilité 2 tiers 0, avec probabilité 1 tiers 1, et je mets le petit nuage pour représenter ce qubit probabiliste. Pour le moment, rien n'a changé. Maintenant, il y a une différence. La différence, c'est qu'en mécanique quantique, on peut représenter cet état n'est pas un état hypothétique, c'est un état qui existe réellement, que je peux créer de manière déterministe, mais je ne vais pas l'appeler qubit probabiliste, je vais l'appeler qubit pur, et je vais représenter ça sans le nuage. Donc c'est quelque chose qui aurait l'air comme ça. C'est-à-dire ce n'est pas un mélange de 0 et de 1, c'est quelque chose qui est de manière déterministe dans l'état qu'on représente avec la fonction d'onde, comme ça. Bon, ça c'est juste une manière de l'écrire, hein. J'aurais pu écrire 2 tiers 0 plus 1 tiers 1, ce serait pareil. Mais c'est... Bon, j'essaie de faire la distinction entre cet état pur, déterministe, qui est comme ça. Et alors, la distinction, elle a des conséquences observables, qui est que lorsque j'observe ce qubit pur qui fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale, les probabilités que je vais obtenir ne sont pas 2 tiers 0, 1 tiers 1, comme tout à l'heure, mais la loi de probabilité, c'est la loi de mesure quantique, est différente, et elle vous dit que la manière de calculer la probabilité, c'est de prendre le carré du cosinus de l'angle avec l'horizontale. Bon. Dans l'exemple que j'ai pris là, un angle de 30 degrés, ça vous donne que si vous mesurez, vous observez ce qubit de la même manière que vous avez observé les autres tout à l'heure, vous allez obtenir un résultat, 0 ou 1, mais quelle est la loi de probabilité? On va obtenir 0 avec probabilité 3 quarts et 1 avec probabilité 1 quart. Donc c'est le carré du cosinus de 30 degrés. Bon, c'est les lois de la mécanique quantique qui vous disent que cet état-là existe. Vous avez représenté un diagramme pour faire la différence. Donc si vous avez un bit probabiliste ou un qubit probabiliste, ce serait la même chose, qui fait un certain angle. Donc en abscisse, vous avez l'angle. Et la probabilité d'obtenir 0 ou 1 en fonction de l'angle, c'est une fonction linéaire de cet angle. En mécanique quantique, si vous avez un qubit pur qui fait un certain angle, alors la loi de probabilité qui vous dit quel est le résultat que vous allez obtenir, 0 ou 1, c'est une loi qui comporte comme un cosinus carré, donc c'est une loi quadratique, donc on a la différence entre ces deux-là. C'est une différence qui n'est pas tout à fait importante pour l'instant, mais elle sera importante un petit peu plus tard.
pour le moment, en fait, la seule chose qui m'importe, c'est qu'il y a un point ici au milieu où on est 50-50, 50-50. C'est-à-dire que si je crée mon qubit ou mon bit avec un angle maintenant pas de 30 mais de 45 degrés et que je l'observe, je vais obtenir 0 avec probabilité 1,5, 1 avec probabilité 1,5. Et donc voilà, maintenant je sais comment créer un nombre de générateurs aléatoires quantiques. Ce que je fais, c'est que je prends un petit circuit comme ça qui émet un laser, je le fais passer à travers des miroirs. Ces miroirs sont organisés de sorte que ce qui sort à la fin ici est un photon dont l'état quantique est ce qubit pur qui faisait un angle de 45 degrés. Et donc la mécanique quantique me prédit que lorsque je vais faire une mesure, c'est ce que ces miroirs-là font, une mesure sur le photon, je vais obtenir 0 avec probabilité 1,5 et 0 avec probabilité 1,5. Donc je fais mon petit circuit qui représente l'expérience dont on parlait tout à l'heure. Je le mets dans une boîte. Et puis je vous vends cette boîte, et puis je vous dis, vous appuyez sur le bouton. Quand on appuie sur le bouton, ça génère un photon, il passe dans les miroirs. Ceci, ça crée de manière déterministe. Ce circuit est déterministe. Il prépare toujours exactement le même état quantique, mais c'est un état quantique qui est comme ça. Et lorsqu'on le mesure, à la fin, sur les miroirs, c'est à ce moment-là que l'on collapse, que l'on obtient un résultat 0 ou 1 de manière probabiliste, parce qu'on fait une expérience classique, on doit obtenir un résultat classique. Voilà, et donc j'appuie sur le bouton plusieurs fois, il y a des 0, des 1 qui sortent, probabilité de 50%, 50%. Je mets ça dans une boîte et je vous vends la boîte. La question, c'est est-ce que vous l'achetez, ma boîte? Est-ce que vous achetez, madame? 1000 €. Ça sert à quoi? Ah ben je vous ai dit, les salles de jeu. Vous pouvez ouvrir un casino online, vous ferez plein d'argent. Bon, le problème, c'est est-ce que vous me faites confiance ou pas? Moi, je vous ai dit ce qui se passait à l'intérieur, les miroirs et tout, et c'est un peu suspect tout ça, peut-être, je ne sais pas. Bon, je vous ai mis un cartoon pour ceux qui lisent l'anglais. J'espère que tout le monde, je pense, lit l'anglais. Mais ça vous explique un petit peu le problème quand vous achetez cette boîte noire. Et donc là, ce qu'il dit, bon, je vais traduire peut-être, donc voici mon nombre de générateurs aléatoires, le voilà. Et le nombre... Bon, tout le monde a compris, d'accord. C'est pas la peine de... Mais c'est ça la difficulté, c'est que vous achetez ceci, et moi je vous le donne avec un certificat made in Switzerland, on se fait en Suisse, etc. Et je vous dis, bon, et vous l'exécutez, et vous voyez ces nombres, et est-ce que c'est aléatoire ou pas? Bon, 999, c'est suspect, mais est-ce que 999, c'est plus aléatoire que 0, 1, 1, 0, 1? Après tout, les deux ont la même probabilité d'être obtenus. Enfin, c'est pas parce qu'il y a un meilleur équilibre entre les 0 et les 1, là, c'est moins suspect, mais à 999, c'est aussi possible, ça a une certaine probabilité. Il se peut qu'un nombre de générateurs aléatoires parfaits émette 99999. Voilà. Donc c'est ça le problème qu'on a. Le problème, c'est que cette question, cette notion d'un nombre aléatoire, c'est une question qui n'est pas vraiment bien définie. Un nombre, c'est un nombre. C'est soit 9, soit 1, soit 0. Il n'y a rien d'aléatoire. Ce qui est aléatoire, potentiellement, c'est le processus qui génère ce nombre aléatoire. Et donc c'est ce que cette citation de von Neumann vous dit. Et donc on a ce problème-là qui est que le problème que je vous donnais en introduction, c'est-à-dire qu'on a utilisé la mécanique quantique. La mécanique quantique nous promet que si on réalise un circuit très simple basé sur les lois de la mécanique quantique, alors ce circuit va générer des nombres aléatoires, qui est quelque chose qu'on ne pourrait pas réussir en utilisant un ordinateur classique. Mais maintenant qu'on l'a implémenté, qu'on l'a mis dans une boîte, est-ce qu'on est sûr que ça marche? Qui a fait ce truc? Moi, quand je l'ai acheté en Suisse et il l'envoie par FedEx, ou je sais pas, il reçoit ce truc, il a été dans l'avion... qui me dit qu'il n'a pas un peu bougé, les miroirs, est-ce qu'ils sont bien alignés? Enfin, comment je peux savoir? Il faudrait que je l'ouvre, mais alors je perds la garantie. Bon. Alors. Donc, mais ce que je veux vous expliquer maintenant, dans la deuxième partie de l'exposé, c'est une méthode pour réussir exactement à faire ceci. Utiliser un petit peu plus de la mécanique quantique pour trouver une solution à ce problème. Trouver un test que l'on puisse effectuer sur ces nombres, qui ne soit pas un test du genre je compte le nombre de 1, je compte le nombre de 0, parce que ça me donne une certaine confidence, mais c'est toujours un test auquel je peux tricher si je sais quel est le test à l'avance. Moi, je vais vous donner un test qui utilise la mécanique quantique, mais un test qui soit purement classique, qui ne demande pas d'ouvrir la boîte noire, et qui me permette de certifier que cette boîte génère réellement des nombres de manière aléatoire. Donc c'est là qu'on va, et pour aller là, j'ai besoin de vous remontrer encore les pièces de tout à l'heure et vous expliquer un petit peu plus sur ce qui se passe quand on mesure un système quantique. Donc j'espère que vous êtes toujours avec moi. Bon. C'est le deuxième concept. J'ai dit une image, deux concepts, c'est la même image, mais deuxième concept, je vais vous parler un petit peu d'intrication. Peut-être que vous en avez entendu parler, parce que c'est
un deuxième phénomène quantique fondamental. C'est ce qui se passe, ou ce qui peut se passer lorsqu'on considère non pas une particule quantique, comme tout à l'heure, un photon ou un électron, mais on en considère deux, et qu'on les initialise dans un certain état, un état particulier, un état que la mécanique quantique prédit doit exister, bon, qui s'appelle la paire EPR, on verra tout à l'heure pourquoi. Là, je vous ai écrit l'équation de cette paire EPR, mais je vais vous la représenter en image. Donc j'ai besoin de 2 qubits, maintenant, 2 électrons. J'ai mes 2 pièces, et je vais vous décrire de manière pictoriale ce qui se passe. Donc c'est dur à représenter parce que c'est... bon, je ne peux pas le représenter, c'est des électrons, mais je vais vous représenter ce qui se passe quand on mesure ce système. Donc une manière d'y penser, c'est que mes 2 qubits sont les deux dans un état aléatoire, probabiliste, une mixture de tous les états possibles, tous les angles que cette pièce, ce qubit puisse faire, mais les 2 pièces font toujours le même angle, d'accord? Donc, c'est ni ceci, ni cela, ni ceci, mais une mixture de tout, c'est tout à la fois, d'accord? Chacun des cas possibles avec une probabilité uniforme. Donc, essayez de vous représenter ça. Pour le moment, je vous donne des promesses, hein, c'est comme tout à l'heure. Après, on verra bon, mais moi, je vous dis ce que la mécanique quantique me dit. C'est cette mixture. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'on veut ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quand on fait une mesure, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc, je fais une mesure. J'imagine que mes 2 électrons sont séparés. Donc, il y en a un qui est à un bout de la salle, l'autre à l'autre bout de la salle. Il n'y a rien qui se passe entre les deux. Il n'y a pas ces 2 électrons, je peux les mettre où je veux. Donc, on peut faire des mesures sur l'un, sur l'autre, l'un avant, l'autre après. Ça n'a pas d'importance. Je vais commencer par celui qui est en bas à gauche. Je fais une mesure comme tout à l'heure. Je regarde de manière horizontale. Et il est naturel, la manière dont je vous ai décrit le système, je vous ai dit que c'est un mélange uniforme de toutes les possibilités. Donc en gros, je regarde qu'est-ce qui va se passer. Bon, 0 avec probabilité 1,5, 1 avec probabilité 1,5. Ça, c'est le cas, quelle que soit la mesure que je fasse sur ce système. C'est une propriété de l'état. Donc je vous dis ce qui se passe. Hein. Je mesure, j'obtiens 0 avec probabilité 1,5, 1 avec probabilité 1,5, c'est la mécanique quantique qui le prédit. Ce qui est important, c'est qu'une fois que j'ai fait une mesure sur un des électrons et que j'ai obtenu un certain résultat, 0, alors c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'état de l'électron est modifié pour être dans un état qui est compatible avec le résultat que j'ai obtenu. Donc je peux obtenir soit 0, soit 1. Disons que j'obtiens 0. Dans ce cas-là, ce qui se passe... J'ai vraiment des problèmes avec ce truc. Ouais, ce qui se passe, c'est que le qubit, maintenant, évolue de manière déterministe vers l'état qui est compatible avec le résultat que j'ai obtenu. Oui, j'aurais pu obtenir soit 0, soit 1. J'ai obtenu 0. Maintenant, je sais, ma pièce est horizontale. Si je regarde encore, je vais voir 0 tout le temps. C'est juste la première fois. On a perturbé l'état. Mais maintenant, cet état, cette paire EPR est telle que, si je fais ceci sur le premier électron, alors il y a immédiatement le même effet sur le deuxième électron. Et c'est ce que j'ai représenté avec cette onde, mais c'est un peu une mauvaise idée parce qu'il ne faut vraiment pas... On va revenir là-dessus, mais il n'y a pas de transmission d'informations. C'est juste, pour le moment, bon, je vous dis, j'ai mesuré, j'ai obtenu 0, l'autre pièce aussi devient de manière déterministe dans l'état 0. Ce qui fait que si je la mesure, je regarde de manière horizontale, j'obtiens 0, c'est sûr, avec probabilité 1. Donc j'obtiens toujours le même résultat. Jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui peut-être vous surprend. Ça a clairement surpris Einstein, Podolsky, Rosen, je vais y revenir. Mais ça ne devrait pas être si surprenant parce que la seule chose que je vous dis, c'est que ces 2 pièces sont dans le même état. Oui, elles peuvent être n'importe quoi, elles sont dans une boîte. Si j'ouvre, elles sont toujours dans le même état. Donc une fois que j'ai regardé une des pièces et que j'ai vu qu'elle était 0, ben je sais que l'autre est aussi 0. Ce n'est pas pour ça que j'ai transmis de l'information, parce que l'autre personne qui a l'autre pièce ne sait pas que moi j'ai vu 0 ou 1. Donc c'est juste que quand tous les deux on regarde la pièce, on voit la même chose. Ce n'est pas particulièrement surprenant, c'est quelque chose qu'on peut modéliser juste en jetant un dé, on copie le dé, on le met dans les boîtes et puis on envoie les boîtes sur la Lune et on fait ça. La différence, elle vient un petit peu plus tard, maintenant. Elle vient lorsqu'on répète la même expérience, mais le même état, mais on ne fait pas la même mesure sur les 2 électrons. Donc sur le premier électron, je vais faire la même mesure, oui, donc je regarde à l'horizontale. 0 avec probabilité 1,5, 1 avec probabilité 1,5, disons qu'on obtient 0 comme tout à l'heure. Et donc l'autre pièce aussi devient 0, et si je regarde de manière horizontale, j'obtiendrai 0. Mais maintenant, disons qu'on change un petit peu notre perspective et on décide d'essayer de regarder, faire une mesure qui n'est pas à l'horizontale, mais qui fait un certain angle avec l'horizontale. Donc c'est un peu comme si on changeait notre référence. Et je la regarde comme ça. Et donc dans ce cas-là, bon, bah, c'est juste comme si j'avais fait une rotation. La manière de réfléchir à ça, c'est vous le remettez à l'horizontale, c'est la même image que tout à l'heure, sauf que maintenant la pièce fait un angle. De ce que je racontais tout à l'heure, lorsque je fais cette mesure, quelle est la probabilité que j'obtienne 0
cosinus carré phi. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est ça que la loi mécanique, la mécanique quantique me dit. D'accord? C'est compatible avec ce que je disais. Si j'avais regardé à l'horizontale, l'angle avec l'horizontale, c'est 0. Donc j'aurais 0 avec probabilité cos carré de 0. Cos carré de 0, c'est 1. J'aurais 0 avec probabilité 1. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc je vous ai décrit un état quantique, un état de 2 qubits, qui est tel que lorsque l'on fait une mesure sur un des deux, on obtient 0 ou 1 avec probabilité 1,5, quelle que soit la mesure. En fonction du résultat que l'on obtient, le qubit est projeté dans un état qui est compatible avec le résultat de la mesure. L'autre qubit est automatiquement projeté dans le même état. Maintenant, si on observe cette autre qubit avec un certain angle de mesure phi, on va obtenir 0 ou 1 avec une certaine loi de probabilité qui est cette loi du cosinus carré. Alors, la question, c'est est-ce que ça vous impressionne ou pas? Tout à l'heure, on obtenait toujours le même résultat. Je l'ai présenté de manière un peu suspecte en disant il y a une pièce qui devient 0, l'autre devient automatiquement 0, et si elle est sur la Lune, mais bon, finalement, on arrive à le simuler avec un seul dé. Et donc là, la question, c'est est-ce que c'est suspect ou pas? Est-ce que je peux créer un phénomène classique qui reproduise exactement la même distribution de probabilité, peut-être en utilisant non pas un dé que je cache dans la boîte, mais plusieurs dés ou des instructions compliquées qui disent, bon, si ceci, faites cela, etc. C'est une question complexe, c'est une question qui date des origines de la mécanique quantique, donc c'est la question qui est à l'origine du fameux paradoxe EPR. Donc Einstein, Podolsky, Rosen ne formulaient pas le problème exactement de cette manière-là, mais de leur point de vue, il y avait quelque chose d'incomplet dans la théorie de la mécanique quantique. Ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable de penser que, en fonction de la mesure que je fais sur la première pièce et du résultat que j'obtiens, la distribution de probabilité qui va modéliser la deuxième pièce doivent dépendre de ces résultats-là. Si les pièces sont très éloignées, non, ce n'est pas possible. C'est que ma description n'est pas complète. Donc, ils n'aimaient pas ça. Et donc, il y a un débat des années. Est-ce que la mécanique quantique est complète ou pas? On ne sait toujours pas la réponse, mais en tout cas, il n'y a pas de contradiction avec ce phénomène-là. Ça a pris, donc Einstein, Podolsky, Rosen, c'est en 1935. Ça a pris 30 ans jusqu'aux travaux d'un autre physiciste américain, John Bell, qui a démontré deux choses. Un, qu'il n'y avait pas de contradiction, c'est-à-dire que cette distribution de probabilité que je vous ai décrite n'implique pas que l'on puisse communiquer plus vite que la lumière, donc il n'y a pas de contradiction avec la relativité, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il a démontré de manière plus importante, c'était que non, on ne peut pas simuler la même expérience, la même distribution en utilisant ce qu'on appelle en général un modèle à variable locale. Mais en gros, vous comprenez ça comme une théorie classique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modéliser la même distribution de probabilité que celle que je vous ai représentée en réfléchissant à un système où j'écris des instructions, un dé, un autre dé, je les mets dans les boîtes, puis après je sépare les boîtes, une sur la Lune, une sur la Terre, j'observe, je fais un calcul, et en fonction de ce calcul, je dis 0 ou je dis 1, tel que la probabilité que l'une personne dise 0, l'autre dise 1, reproduise exactement cette loi du cosinus carré. Il a démontré ça de manière mathématique. Mais le théorème de Bell est un petit peu compliqué, il implique de prendre en compte à la fois toutes les mesures possibles sur ce système avec tous les angles possibles, et c'est comme ça qu'il arrive à une contradiction. Donc après son travail, il y a eu beaucoup de simplifications par rapport à cette idée-là. Une des simplifications importantes, c'est quelques années plus tard, le travail de Clauser et al., et co-auteurs, qui ont trouvé une fonction simple de ces probabilités qui ne fasse intervenir que quatre angles de mesure différents, tels que si on obtient certaines statistiques, qui sont les statistiques prédites par la mécanique quantique, en faisant ces 4 mesures possibles, alors on génère une distribution qui, de manière prouvable, ne peut pas être générée par un système local. C'est-à-dire on a démontré que le monde, peut-être pas forcément été quantique, mais en tout cas n'était pas classique, si on arrive à observer cette distribution. Et c'est une expérience qui a été réalisée pour la première fois dans les années 80, ici, à Paris, sur le plateau de Saclay, par Alain Aspect. Et depuis, il y a eu plusieurs répétitions de cette expérience. Ça, c'est une des dernières, c'est à Delft, à l'université de Delft, aux Pays-Bas, par Ronald Hansen. Parce que la difficulté quand on fait ces expériences, c'est vraiment de vérifier que personne ne triche. C'est-à-dire qu'on a vraiment une vérification que la physique n'est pas classique seulement si l'on est certain que l'on a effectué l'expérience dans des conditions telles que les deux mesures sur les deux systèmes sont effectuées de manière indépendante
Et en général, on utilise la relativité pour certifier qu'elles ont été performées de manière simultanée, suffisamment rapidement que la vitesse de la lumière n'est pas permis à l'information d'aller d'une particule à l'autre. Mais bon, pour réaliser ça, il faut être loin et il faut avoir un système tel que la mesure soit efficace, il n'y ait pas trop de bruit. Et donc, bon, c'est pas facile à faire. Et donc, Alain Aspect, il fallait faire certaines hypothèses. Il fallait quand même croire que, bon, on lui faisait confiance, quoi. Alors que là, bon, si vous regardez les données, il n'y a rien à faire. Les deux particules sont séparées de 3 km. L'expérience est effectuée en un temps suffisamment court que la lumière n'a pas le temps de se propager de l'une à l'autre. Donc, on a réellement une vérification de ce phénomène. Alors, je n'ai pas voulu vous donner, j'aurais pu essayer de vous décrire cette inégalité de Clauser, mais c'est un petit peu difficile à comprendre mathématiquement. Et comme l'heure avance, j'ai décidé de vous le présenter d'une dernière manière comme un jeu. Donc on peut formuler cette distinction entre les corrélations classiques et les corrélations quantiques à travers un petit jeu. Et donc c'est ce que j'ai envie de vous décrire dans le prochain transparent. Donc si vous avez été un petit peu perdu avec mes pièces, mes cos carrés, etc., vous pouvez vous rapprocher maintenant et essayer de jouer ce jeu avec moi. Donc c'est un jeu simple. Il y a 2 joueurs, Alice et Bob. Et vous imaginez un carré à 9 entrées. C'est un carré imaginaire, oui, bon, il est dans le ciel. Et donc je vous décris les règles du jeu maintenant. Alice et Bob vont essayer de gagner à ce jeu. Donc ça c'est Alice. Et ce que je lui demande, c'est que je vais lui donner une des 3 colonnes de ce carré, par exemple la colonne du milieu, et je lui demande, Alice, donne-moi 3 valeurs entre 0 et 1 qui remplissent cette colonne, et telle que la somme des 3 valeurs soit impaire. OK ? C'est pas dur. Hein. Là, par exemple, elle a réussi. 0, 0, 1, la somme est impaire. OK. Alors, Alice, c'est bien. Ça, c'était Alice. Maintenant, il y a Bob. Alors, Bob est là. Alice et Bob coopèrent. Ils ont vraiment envie de gagner dans ce jeu, mais il y en a un qui est sur la Lune, l'autre sur Terre. Ils n'ont pas le droit de parler. Ils savent quel est le jeu. Ils savent très bien ce qui va se passer, mais une fois que le jeu commence, ils ne parlent pas. Oui. Alice, je lui ai donné sa colonne. Elle m'a répondu ça. Bon, c'est bon, elle a réussi. Bob, je vais lui donner une ligne. Pareil, il doit me donner 3 valeurs. Et lui, sa contrainte est différente. Les 3 valeurs doivent avoir une somme paire. Voilà, il a réussi, la somme est paire, très bien. Il y a une contrainte de plus. La contrainte, c'est qu'à chaque fois que je choisis une colonne et une ligne, elles vont avoir un point d'intersection. Oui, là, par exemple, c'est le point du milieu. Je veux que Alice me dise toujours la même chose pour le carré qu'elle a en commun avec Bob. Donc, ils doivent tous les deux me dire 0. Mais c'était le cas. Donc là, ils ont réussi. J'ai joué le jeu une fois, ils ont réussi. La question, c'est est-ce qu'on peut trouver une stratégie pour ces joueurs sur laquelle ils peuvent se mettre d'accord à l'avance, qui réussissent tout le temps, 100% du temps. Okay. Donc si vous y réfléchissez, pour réfléchir tout le temps, Alice doit avoir des valeurs pour chaque colonne, Bob des valeurs pour chaque ligne qu'ils ont en tête, qu'elles ils ont décidé à l'avance, qu'ils vont me donner quand je vais leur demander cette colonne ou cette ligne. Et s'ils veulent être sûrs de réussir cette contrainte d'égalité, en gros, ils doivent avoir les mêmes valeurs. Parce que si vous y pensez, quand vous êtes Alice et je demande à Alice cette colonne, elle ne sait pas quelle ligne je vais demander à Bob. Donc, si je demande à Bob la première ligne, il doit aussi me donner un 1. Si je demande la deuxième, il doit aussi me donner un 0, aussi un 0. En gros, ils doivent tous les deux avoir les mêmes valeurs en tête qui satisfassent toutes les contraintes. C'est ça une stratégie qui gagnerait tout le temps. Donc, on peut essayer de le faire. Il faut remplir les carrés. Bon, donc je commence. OK, bon, j'ai mis un 0 au pif. Hein. Maintenant, je dois remplir la première colonne pour Alice. Donc, impair, c'est bon, ça marche, oui. Maintenant, on peut regarder la première ligne. Je voudrais une somme paire. Donc là, il faut que je mette un 1 pour Bob. Et maintenant, le dernier, bon, pour la dernière colonne, Alice, impair, il faudrait que je mette un 1. Bob, il faudrait que je mette un 0. Je suis coincé. Oui, je me suis planté. Là, ça ne marche pas. Vous voyez que ça ne marche pas. Peut-être que j'aurais pas dû commencer par un 0, non? Il y a des gens qui rient. Alors, je ne sais pas si vous riez parce que vous avez compris ou parce que vous pensez que je suis bête et qu'il y a une meilleure solution. Je pense que vous avez compris. C'est impossible. Pourquoi est-ce que c'est impossible? Parce que si vous regardez ce que je demande à Alice, c'est d'avoir une somme impaire ici, impaire ici, impaire ici. Si je fais la somme de 3 nombres impairs, donc j'additionne toutes les entrées, du point de vue Alice, la somme totale devrait être impaire. 3 nombres impairs, impair. Du point de vue Bob, la somme totale, 3 nombres pairs, pair. Donc Bob veut trouver des chiffres tels que la somme de tous les chiffres soit paire. Alice, la somme de tous les chiffres doit être impaire. Ben, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire les deux. Et donc si je joue ce jeu, quelle que soit la stratégie pour les joueurs, ils ne peuvent pas gagner tout le temps. Et donc le mieux qu'ils puissent faire, c'est rater une fois de temps en temps. Il y a combien de questions? 9 questions, 3 x 3, 3 colonnes pour Alice, 3 colonnes, 3 lignes pour Bob.
je suis obligé de rater au moins une fois sur 9, donc ma meilleure probabilité de gagner dans ce jeu, c'est 8, 8, 9. Bon, maintenant j'autorise Alice et Bob à faire un petit peu plus. Je leur dis, ah, vous avez découvert la mécanique quantique, vous savez ce que c'est qu'une paire EPR. Je vous donne une paire EPR, j'ai créé ces photons, donc c'est pareil, ça fait partie de la stratégie sur laquelle ils se mettent d'accord avant que le jeu ne commence. Ils créent cette paire EPR avec des miroirs, etc. Mais maintenant, ils sont séparés. Bob garde sa moitié, Alice sa moitié. En fait, pour ce jeu-là, j'ai besoin de 2 paires EPR, donc okay, disons qu'on leur donne 2 paires EPR. Mais c'est pareil, sur la Lune, sur Terre, ils n'ont pas le droit de parler. Je vous ai expliqué tout à l'heure, la mécanique quantique ne viole pas le principe de non-communication, ne viole pas la relativité, donc il n'y a pas de problème. Mais il se trouve qu'en effectuant des mesures et en utilisant ces distributions de probabilité que je vous ai décrites tout à l'heure, le cos carré, je ne vais pas vous dire exactement quelles sont les mesures, je peux implémenter une stratégie pour Alice et Bob qui gagnent ce jeu avec probabilité 1. Ils gagnent tout le temps. Et ça, de mon point de vue, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, parce que si vous y pensez vraiment, tout le monde était convaincu, j'espère, il y a quelques secondes, que ce jeu était impossible. Si Alice est sur la Terre, Alice est sur la Lune, Bob est sur la Terre, ils n'ont pas le droit de parler, je leur pose les questions, ils peuvent avoir fait ce qu'ils veulent avant que le jeu commence. Une fois que le jeu est commencé, ils ne peuvent pas toujours réussir. Il y a toujours une chance que je les attrape, parce qu'ils ne peuvent pas s'être mis d'accord. Maintenant, s'ils ont un système quantique, ils peuvent. Je peux leur poser la question que je veux. Ça va toujours être correct. Ça va toujours être correct, bien qu'il soit impossible de remplir toutes les entrées de ce carré de manière à satisfaire toutes les contraintes. Mais quand je fais un test, quand je joue le jeu, je leur demande une colonne, une ligne, ils vont me donner une bonne réponse. Et je redemande une autre colonne, une ligne, ils vont utiliser une paire EPR différente et ils vont me donner la bonne réponse. Toujours, ça va être correct. Alors ce qui est intéressant, ici vraiment, c'est pas seulement qu'on arrive à jouer à des carrés magiques en utilisant la mécanique quantique, c'est que maintenant j'ai une preuve. J'ai une preuve que Alice et Bob, s'ils arrivent à gagner à mon jeu avec probabilité 1, je répète, pour être convaincu que oui, vraiment, enfin, je l'ai fait 1000 fois et ils ont gagné 999 fois, enfin, c'est plus que 8/9e, alors les réponses qu'ils me donnent doivent être probabilistes, intrinsèquement probabilistes. C'est impossible qu'ils me donnent des réponses de manière déterministe. S'ils me donnaient des réponses de manière déterministe, je pourrais regarder la liste de ces réponses sur lesquelles dont ils ont décidé à l'avance et remplir ce carré et satisfaire toutes les contraintes parce qu'ils gagnent tout le temps. Donc forcément, une stratégie qui gagne à ce jeu avec probabilité 1, c'est une stratégie probabiliste. C'est une stratégie qui ne peut pas avoir décidé des réponses à l'avance. À chaque fois que je pose une question, il y a un phénomène probabiliste qui génère les réponses. Et donc si j'ai une expérience qui vérifie qu'il est possible, en mesurant des systèmes quantiques, d'observer des corrélations, des résultats de mesures qui satisfont tout le temps ces contraintes, alors j'ai démontré que le monde était probabiliste, pas déterministe. Bon, moi je trouve ça incroyable. Mais soyons pratiques, revenons à notre problème de génération de nombres aléatoires. Donc on avait ce problème, vous vous rappelez, oui, j'essaye de créer cette boîte noire que j'ai envie de vendre sur Internet pour 1000 €, peut-être même un peu plus maintenant, qui soit telle que lorsque vous appuyez sur un bouton, elle génère des nombres aléatoires. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a un qubit, il y a ces miroirs, je les mesure, mécanique quantique, 1/2, 1/2. Ça, je ne peux pas le certifier. S'il y a une seule boîte noire, je ne vais pas y arriver parce qu'il n'y a pas de test qui puisse certifier. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était le cartoon de Dilbert. Et donc mon idée, c'est de vous vendre non pas une, mais 2 boîtes noires, comme ça je le vends plus cher, telles que ces boîtes noires ont des boutons. Alors je vous promets que cette boîte noire contient maintenant pas 1 qubit, mais 2 qubits, ou un certain nombre de paires EPR. Mais ça, c'est ce que je vous promets. Vous ne voyez pas, vous voyez la boîte noire. Mais je vous dis, voilà, maintenant, vous allez pouvoir tester ces boîtes, vous n'avez pas besoin de les ouvrir. Je vous décris, voilà comment vous allez les tester. Ce que vous faites, c'est que vous en mettez une dans une pièce, l'autre dans l'autre pièce, et vous appuyez sur les boutons. Chaque boîte a 3 boutons. Ces 3 boutons, ça veut dire colonne pour Alice ou ligne pour Bob. Mais bon, en vrai, c'est 3 boutons. Moi, j'appuie les boutons. Quand j'appuie sur un bouton, je vois 3 chiffres qui sortent. J'appuie sur un autre bouton, il y a 3 autres chiffres. Un autre bouton, il y a 3 autres chiffres. Je peux faire la même chose sur l'autre boîte. Il y a aussi 3 boutons et j'obtiens des chiffres. Mais ce que la compagnie me promet, ID Quantique, me dit que si j'interprète ces chiffres comme une stratégie dans le jeu du carré magique, parce que c'est ça que ces boîtes sont censées faire, implémenter cette stratégie du carré magique, donc je les regarde, et je réfléchis à ça comme étant 3 valeurs qu'Alice aurait pu me donner à la colonne qui correspond au premier bouton. Bon, c'est écrit, hein, le premier bouton, c'est la première colonne. Je regarde et je vérifie somme paire ou impair, enfin, je ne sais pas si c'est correct là, mais disons que ça marche.
Je les vérifie tous, et j'observe que si j'interprète ces boîtes comme une stratégie d'Alice et Bob dans le carré magique, alors oui, ça marche, j'appuie sur les boutons et il passe, c'est toujours correct. Alors, j'ai ma démonstration, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je sais que si ces boîtes étaient déterministes, si elles avaient en tête à l'avance, si elles savaient déjà quelle est la séquence de chiffres qu'elles allaient me donner comme sortie, alors c'est pas possible, elles ne pourraient pas, parce qu'encodé dans cette sortie, il y aurait une solution parfaite au carré magique. Et donc la seule manière de passer mon test, qui vérifie juste la parité, enfin c'est un test très simple, mais la seule manière de passer ce test, sous l'hypothèse que les boîtes sont séparées, ne communiquent pas, c'est d'avoir un processus qui soit intrinsèquement probabiliste. Je n'ai pas besoin de les ouvrir, je sais. Je n'ai pas non plus besoin de croire en la mécanique quantique, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte. La seule chose, il y a quand même besoin de croire quelque chose, la seule chose dont j'ai besoin de croire, c'est qu'il n'y a pas de communication. Et c'est pour ça qu'on peut dire que ces boîtes sont certifiées même aux sceptiques quantiques le plus dur, Einstein, mais qui tout de même croit en la relativité, parce qu'évidemment Einstein avait confiance au fait que l'information ne se propage pas plus rapidement que la vitesse de la lumière. Voilà, donc on a réussi d'une certaine manière à aller un petit peu plus loin dans la mécanique quantique et utiliser les lois même de la mécanique quantique pour obtenir une solution à ce problème de certification que je vous ai formulé tout à l'heure. On a réussi à créer quelque chose comme ceci. Bon, maintenant on a vérifié si on avait des nombres aléatoires. C'est gentil, moi je pense que c'est déjà pas mal, on peut faire des casinos. Madame était moins convaincue. Des nombres aléatoires, bon, moi je prends ma pièce, j'en ai. Alors, maintenant, je n'ai plus énormément le temps de rentrer dans les détails, mais on peut aller beaucoup plus loin avec cette idée. Une première étape qu'on peut faire, c'est essayer d'utiliser ça dans la cryptographie. Donc, j'ai dit les nombres aléatoires sont utiles en cryptographie comme clé secrète. Mais dans ce cas-là, on a besoin non pas seulement d'aléatoires, mais on a besoin un peu plus, on a besoin d'aléatoires qui soient secrets, qui soient privés. Et donc maintenant, je peux me poser une autre question, aller plus loin, je peux me demander, est-ce que ces nombres aléatoires sont privés? Ou est-ce que cette compagnie qui m'a vendu ces deux boîtes n'aurait pas gardé dans son laboratoire, son hangar, une troisième boîte. Telle que si on appuie avec les mêmes boutons sur la troisième boîte, alors, on obtient le même résultat. C'est possible. Et le problème, alors, dans ce cas-là, ce serait que, bah oui, cette boîte génère des nombres aléatoires, cette boîte génère des nombres aléatoires, mais les mêmes nombres aléatoires sont générés dans le hangar de la compagnie qui m'a vendu la boîte. Et donc, je ne veux pas utiliser ces nombres aléatoires pour cacher mon secret comme clé secrète parce que quelqu'un d'autre l'a. Et donc, maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est possible de garantir plus? Est-ce que c'est possible de garantir que ces nombres aléatoires sont privés? Qu'il est impossible de les avoir en commun avec un espion. Et donc, on peut faire ça. Ou ici, je vous ai représenté ce qu'on essaye de faire, c'est ce que je viens de dire. On essaye d'utiliser ces boîtes, Alice et Bob, maintenant, ils veulent, c'est les mêmes boîtes que tout à l'heure, sauf qu'ils espèrent utiliser ces nombres pour faire quelque chose d'utile, faire de la cryptographie, cacher des messages, et ils ont peur de cet espion potentiel qui obtienne les mêmes nombres en sortie. C'est quelque chose qui est implémenté, c'est-à-dire pas l'espoir de l'espion, mais le fait d'utiliser ces boîtes pour faire de la cryptographie, c'est quelque chose que la même idée quantique vend, d'autres personnes vendent, qu'on implémente en pratique. Ça, c'est un réseau au Japon, c'est la pub de IT Quantique. Ça, c'est une photo de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'est daté maintenant, je ne sais pas quand c'était, 2004, 2008, en Afrique du Sud. Et je ne sais pas pourquoi ils avaient besoin d'un système de cryptographie quantique pour envoyer les scores ou quoi. Bon, c'était un coup de pub, je pense. C'est juste pour vous dire que ces choses sont implémentées. Ce n'est pas très gros, c'est un boîtier qui fait cette taille-là, ça marche. Mais une fois qu'on implémente ce système avec ces boîtes, on a le même problème que tout à l'heure. Est-ce que je fais confiance à mes boîtes ou pas? Et là, il se trouve qu'on a vraiment de bonnes raisons en pratique de ne pas leur faire confiance. Il y a aussi des articles d'information comme ça. Il y a des hackers quantiques, ça existe, qui cassent ces systèmes parce qu'on a le même problème que tout à l'heure. On a le problème que moi, je vous dis qu'il y a une paire EPR avec des miroirs, etc. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a dans la boîte? Je vous ai montré une preuve que même si ce n'était pas ce qu'il y avait dans la boîte, les nombres étaient aléatoires. Ce n'est pas une preuve que quelqu'un ne peut pas avoir ces nombres. Et il y a des attaques contre ces systèmes. Et donc, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir ce que je vous ai décrit, une autre preuve, encore une fois, qui soit telle que on n'ait pas besoin d'ouvrir la boîte, mais l'on vérifie peut-être autre chose à propos des corrélations, qui soit telle que si la vérification passe, alors on a une garantie de sécurité, quoi qu'il soit qui se passe à l'intérieur de la boîte.
C'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir vous expliquer, mais c'est basé sur un phénomène qui va un petit peu plus loin que ce que je vous ai montré avec ces lois de probabilité. C'est un phénomène qui a un joli nom, on l'appelle la propriété de monogamie de l'intrication quantique. C'est une propriété qui dit que les corrélations que je vous ai décrites avec 2 pièces, on ne peut pas réaliser des corrélations qui soient si fortes avec 3 pièces. Ça existe de l'intrication à travers 3 électrons, mais elle est nécessairement plus faible. Et elle est plus faible d'une manière que je puisse détecter. Donc il y a un test suffisamment fort que je peux effectuer sur mes 2 boîtes qui me garantissent non pas seulement qu'elles génèrent des nombres aléatoires en isolation, mais en plus que ces nombres sont privés du point de vue de n'importe quel adversaire, tant que cet adversaire obéit aux lois de la mécanique quantique. Donc on va tout de même se donner ça. Donc c'est l'image que je vous avais promis. Maintenant, je ne vais pas vous représenter de manière mathématique la monogamie, mais c'est un petit peu une... Donc c'est le même peintre. C'est une manière de représenter l'intrication. Si vous voulez y réfléchir de manière pictoriale, c'est quelque chose qui a une corrélation forte entre 2 particules. Donc là, c'est 2 êtres qui sont amants, ils ont une certaine corrélation. Mais ce n'est pas une corrélation qui est absurdement forte non plus. Elle a certaines limitations. Elle ne permet pas la communication. C'est pour ça qu'ils ont un drap. Et c'est quelque chose qui est aussi difficile de partager. Bon, un amour tel que celui-là, c'est difficile à partager, peut-être. Donc voilà, c'est ça la monogamie quantique, mais je vais en rester là par rapport à ça. C'est mon dernier transparent. Je voulais juste vous dire un petit peu qu'on peut aller plus loin encore avec ces idées. Là, je vous ai montré comment on pouvait tester de l'aléa. Je ne vous ai pas montré comment, mais je vous ai promis qu'on pouvait tester que cet aléa était privé. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut utiliser les mêmes idées pour obtenir une caractérisation complète du système quantique. Donc, non seulement ce système génère de l'aléa, non seulement cet aléa est privé, mais en plus, je sais que cet aléa doit avoir été généré d'une manière très précise. Ce n'est pas n'importe quelle mesure et n'importe quel état quantique qui peut générer ces corrélations qui réussissent à passer mon jeu magique, là. Ce n'est pas si facile de gagner avec probabilité 1. Et en gros, il y a essentiellement une seule manière. Et donc, si j'observe un système qui génère les bonnes corrélations, je sais exactement quel est ce système. Et maintenant, plus de travail, ce que je peux faire, c'est développer des tests par lesquels un ordinateur, une expérimentatrice, bon, un ou une expérimentatrice purement classique, puisse vérifier le comportement de, pas un, mais 2 ordinateurs qui soient séparés. Donc j'ai 2 nuages IBM ici, et je peux leur demander de jouer des carrés magiques ou des choses un petit peu plus compliquées. Et je vais avoir un test qui se base seulement sur ce que je peux observer, moi, en tant qu'utilisateur humain, les corrélations classiques que j'observe, qui me garantissent que ces ordinateurs exécutent exactement le circuit que je leur ai demandé d'exécuter, sans moi-même avoir la possibilité d'exécuter le circuit. Donc une chose qu'on peut faire comme ça, c'est par exemple leur demander d'exécuter l'algorithme de factorisation de Shor. Et je vais savoir non seulement qu'ils m'ont donné le bon résultat, des nombres, je peux vérifier qu'ils se factorisent, mais je vais savoir exactement comment ils l'ont obtenu. Je vais savoir qu'ils ont appliqué exactement le circuit que je voulais qu'ils appliquent. Et si c'est un circuit plus simple ou plus compliqué, la même méthode va me permettre de certifier ce circuit-là. Évidemment, il y a une limitation à cette méthode que j'ai besoin d'avoir accès à 2 ordinateurs dans le nuage et vérifier que ces ordinateurs ne communiquent pas. Et donc un domaine de recherche très actif en ce moment, c'est de réussir à obtenir le même genre de test, le même genre de certificat, quand on a accès à un seul ordinateur. Parce qu'en pratique, vraiment, il n'y en a qu'un ou bien il y en a 2, mais c'est très difficile de vérifier qu'il n'y a aucune communication entre ces 2 ordinateurs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens font de la recherche. On peut essayer de réaliser en faisant des hypothèses cryptographiques, peut-être, en mettant... Là, il n'y avait aucune limitation sur l'ordinateur. Je pourrais mettre des limitations, supposant qu'il n'est pas trop puissant non plus. Mais bon, c'est un domaine de recherche actif. Pour ceux qui sont intéressés, je n'ai pas mis de référence sur les transparents. Vous pouvez me demander ou vous pouvez en trouver facilement, m'écrire. Mais j'ai à court de temps, donc je vais m'arrêter là. Je voulais juste pointer, j'ai oublié, mais pour ceux que ça intéresse, une bonne référence, c'est le site de mon institut de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche quantique à l'université Caltech. Et si vous notez cette adresse, il y a beaucoup, par exemple, si ça vous a un peu intéressé de comprendre ces lois de la mécanique quantique, les pièces, etc., c'est bien mieux expliqué là-bas. Il y a des cartoons, des vidéos, et pour aller plus loin aussi. Vous pouvez regarder, c'est très bien fait, je vous encourage à aller le voir si ça vous intéresse. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a sûrement beaucoup, mais enfin, peut-être qu'il
la réflexion. Oui, monsieur? Parlez fort. Ouais, ce ordinateur donc à 50 qubits, vous avez montré les photos, c'est quelle taille à peu près? Gros. Je ne l'ai pas vu moi-même, mais enfin gros. Ce qu'on m'a dit, je crois que ça fait un peu la taille de ce meuble, en gros, peut-être un peu plus haut. Le problème, c'est que c'est un gros frigo, en gros. Pour que ce système reste stable, il faut le mettre à une température vraiment très basse. Le système lui-même n'est pas gros, mais tous les systèmes de... C'est le problème quand vous essayez de faire un ordinateur quantique, c'est qu'il faut que ce soit très stable, donc il faut le mettre à une température très basse, et en même temps, vous ne voulez pas qu'il soit complètement gelé non plus, parce qu'il faut faire des calculs, il faut faire quelque chose. Donc, il faut qu'il soit très basse température, et en même temps que vous arriviez à faire des opérations de manière contrôlée. C'est ça qui est difficile, et donc en gros, on le met dans un gros frigo, et ça fait cette taille-là. Google annonce un calculateur quantique à la fin de cette année, à 49 qubits. Ouais, c'est parce que j'ai pas voulu rentrer dans les détails, c'est parce qu'en fait, mais c'est un peu le sujet de l'exposé, il y a plusieurs notions de 50 qubits. 50 qubits, c'est pas quelque chose de... C'est très bien défini mathématiquement, mais d'un point de vue physique, ça dépend un peu comment on compte, parce que ça dépend qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces 50 qubits. Et donc en fait, ce que je vous ai montré, en fait, cet ordinateur-là en particulier, il y a même des modèles qui font 100 jusqu'à 500, 1000, je crois, qubits. Mais c'est des qubits sur lesquels on a très peu de contrôle. On peut implémenter seulement certaines interactions. On peut seulement faire interagir les qubits qui sont l'un à côté de l'autre. Physiquement, il y a une architecture en 2 dimensions. Et c'est aussi certains types d'opérations. Et le temps de cohérence est très court. Et donc finalement, on peut implémenter seulement certains types de calculs. Et donc, dans ce régime-là, alors on arrive à faire 100, 1000 qubits. Ce n'est pas clair que ce soit si utile que ça parce que le contrôle qu'on a est limité. Google, quand ils disent 49 qubits, eux, ils ont vraiment... il est trop tard. Eux, ils ont vraiment l'objectif de pouvoir implémenter n'importe quel circuit sur les 49 qubits. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, dans ce régime-là, le mieux qu'on arrive à faire maintenant, IBM, 17 qubits, même, je ne sais pas s'il est vraiment implémenté, donc c'est dans la dizaine de qubits. Peut-être Google 49, mais ce n'est pas encore fait. Oui. Oui, quand on parle de complexité, il y a quelque chose qui m'étonne toujours. Donc j'ai une question précise. Si on prend par exemple des problèmes combinatoires absolument fondamentaux, comme la satisfaction booléenne, Ouais. En fait, elle nous intéresse avec 500 000 variables. Donc, comment est-ce qu'on peut implémenter des problèmes à 500 000 variables sur un petit nombre de qubits? C'est une très bonne question, à 2 niveaux. La réponse, pour donner la réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est qu'il y a une première partie à votre question déjà qui est que vous êtes intéressé à un problème particulier, par exemple le problème de satisfaisabilité booléenne, qui est un problème pour lequel, pour autant qu'on sache, et on le pense de manière forte, les ordinateurs quantiques n'ont aucun ou presque aucun avantage. Ils ont un avantage que pour certains problèmes, évidemment c'est la recherche active, on essaye de trouver le plus de... Comme par exemple la factorisation ou d'autres problèmes de théorie des nombres, certains problèmes de simulation. Satisfaisabilité, c'est un problème trop général, trop puissant, et donc on ne pense pas qu'il y ait un avantage. Même si on avait un avantage, vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai pris le point de vue du mathématicien ou de l'informaticien, mais qui s'intéresse aux asymptotes. En pratique, ce qui compte, c'est plus quelle est la complexité exacte, la complexité pratique. Est-ce que c'est une complexité en n ou en n carré ou en n cube? Et donc ça, c'est des vraies questions et c'est des questions qu'on se pose. En particulier maintenant, si en 2006, quand moi j'ai commencé, on ne se posait pas vraiment la question, de toute façon on n'avait pas d'ordinateur, et donc on essayait juste d'impressionner tout le monde en disant bah oui, on peut aller exponentiellement plus vite, etc. Maintenant que les ordinateurs sont construits, et que vous voyez, ils peuvent faire 100 qubits, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on fait avec 100 qubits? C'est pas 1000, c'est 100. Et ça, c'est une vraie question, parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire Shor, par exemple, parce qu'on n'a pas de correction d'erreur. 100 qubits, ce n'est pas assez. Si on implémente de la correction d'erreur, il n'y a plus que 10 qubits, en vrai, et ça ne sert à rien. Et donc, on cherche... Donc il y a tout un domaine de recherche là-dessus, et il y a beaucoup de recherches très intéressantes dans ce domaine-là, mais c'est une vraie question. Oui, je vous en prie. À part l'algorithme de Shor, dont on parle toujours, la simulation des systèmes quantiques, et je crois qu'il y a encore un algorithme qui s'appelle Grover, ouais. Bon, à part ces trois catégories d'algorithmes, est-ce qu'il y a de nouveaux algorithmes qui ont été trouvés? Et s'il n'y en a pas, pourquoi tellement d'efforts est consacré en fait Deux questions, peut-être deux réponses. Une des questions, c'est est-ce qu'il y a d'autres algorithmes qui ont été découverts? La réponse, c'est oui, mais ils ne sont pas aussi... L'algorithme de Shor, c'est vraiment impressionnant. On vous dit toute la cryptographie qui existe aujourd'hui, un
Amazon, votre carte bleue, tout ça, ça va être cassé par l'ordinateur quantique. C'est dur de battre ça, c'est impossible. Mais en pratique, oui, les gens se concentrent sur des problèmes. Par exemple, un des domaines, c'est un domaine controversé, mais évidemment le machine learning. Machine learning, en français, je suis désolé. On dit learning, on dit learning. L'apprentissage automatique, c'est un domaine dans lequel on pense que peut-être les ordinateurs quantiques, dans certains régimes, pourraient avoir encore des avantages exponentiels. Un domaine, c'est simplement la résolution d'équations linéaires. C'est quelque chose qui a été découvert depuis il y a 6 ou 7 ans. Et donc, encore dans certaines conditions, on peut résoudre des systèmes d'équations linéaires de manière plus efficace. Certains algorithmes de graphes, c'est moins impressionnant, mais des algorithmes qui sont utilisés pour le routage sur Internet, par exemple, etc. Peut-être, on peut avoir certains avantages. Donc il y a une recherche qui est active, qui n'a pas atteint quelque chose d'aussi impressionnant que Shor, sauf peut-être, les gens ont l'espoir peut-être en apprentissage, mais c'est un peut-être. Voilà. Une autre réponse à votre question qui est, bon, s'il n'y en a pas, donc disons qu'il n'y en ait pas, pourquoi on continue la recherche? Je pense que si vous posez la question en général, en pratique, vraiment, ce domaine de la simulation, en fonction de où vous venez, c'est un domaine d'application majeur, beaucoup plus important que la factorisation. La factorisation, on va casser le système de carte bleue, on va en inventer un autre, et puis c'est réglé. Après, plus personne n'a envie de factoriser des nombres. Par contre, simuler les propriétés de molécules chimiques, comment est-ce que les protéines se combinent, ça c'est quelque chose qui, vraiment, on en a besoin. Enfin, même quand on fait de la recherche médicale, c'est sérieux, on a l'espoir de pouvoir faire certaines recherches de manière plus efficace en utilisant ces ordinateurs. C'est quelque chose qui ne va pas nécessairement toucher le grand public de manière aussi directe que la factorisation ou quoi, mais c'est quelque chose qui vraiment vaut la peine de faire. Merci. Encore une question? Oui. Vous avez évoqué quelques dates, tout à l'heure 10 ans, tout à l'heure fin de l'année. Finalement, quel est le calendrier le plus prévisible avant l'utilisation commerciale, économique de ce type d'architecture? Et surtout, à partir du moment où on est dans l'exponentiel, est-ce qu'on n'a pas une disruption à venir dans les 5, dans les 10, dans les 15 ans de toutes les technologies de l'information? C'est vraiment dur à dire parce qu'on ne peut pas prédire l'exponentiel, donc moi je ne suis pas devin. Si vous m'aviez posé la question, les premières années où je travaillais dans ce domaine, on n'osait pas trop. On disait 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être jamais, etc. Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grande partie de tout ça, c'est une course, bon, IBM, Google, etc. Ok, c'est un peu de la pub. Mais il y a quand même quelque chose de réel derrière la pub et il y a vraiment quelque chose qui est devenu concret. On est passé du possible au... c'est-à-dire, avant, votre question, ça aurait été oui, mais est-ce qu'on peut vraiment faire cet ordinateur? Qu'est-ce que vous en savez? Maintenant, vous ne me posez pas la question est-ce que c'est possible? Vous me posez la question quand est-ce que je les aurai? C'est 50 ou c'est 100? Et quelles vont être les conséquences? Bon, je ne sais pas, hein, je ne suis pas expérimentaliste, il y a peut-être des gens dans la salle qui sont mieux placés que moi pour répondre. Moi, j'ai envie de vous dire, les gens avec qui je travaille me promettent un peu la même chose que Google. Dans 2-3 ans, on aura 50 qubits. Bon, donc ça veut dire que 2-3 ans après, on en aura peut-être 500. Et là, on arrivera à faire des choses vraiment impressionnantes, parce que là, on pourra implémenter la... Je ne pense pas que ça va être absolument disruptif. Vous avez utilisé le bon mot, moi pas. Parce que bon, ça vient petit à petit, et comme monsieur disait, on va quand même le voir. Par exemple, cette histoire de factorisation, en ce moment, les systèmes d'information de la NSA américaine, ils ont un concours pour décider quel va être le remplacement de RSA qu'on utilise maintenant. Et ça, bon, a priori, ce sera en place avant que les ordinateurs soient implémentés, et donc, voilà. Moi, je pense que ça va être très intéressant, mais encore une fois, je pense que vraiment, un des domaines les plus intéressants, c'est juste de voir que ce truc marche, parce que bon, c'est vrai quand même, on ne sait pas, hein, parce que tout ce qu'on a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux simuler sur mon portable. Est-ce que quand j'essaye de faire 500 qubits avec un contrôle complet, est-ce que ça ne va pas se casser la figure? Est-ce que je vais pouvoir maintenir une cohérence? On ne le sait pas. La plupart des gens pensent que oui, parce que bah, on y travaille, on espère qu'on travaille dessus, mais bon, moi je pense que oui aussi, mais il se pourrait que non, et sinon, ce sera pour une bonne raison. Et donc le plus intéressant, c'est vraiment de savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va pouvoir explorer d'un point de vue physique, chimique, biologique, en réalisant cet ordinateur. Mais c'est impossible à prévoir, donc je ne sais pas. Merci. Oui, monsieur? Juste un commentaire à compléter ce que vous venez de dire. Je pense qu'on s'est trop focalisé un peu sur la cryptographie asymétrique, pourcentage de la donnée de Shor. Si on a la cryptosymétrique, je pense qu'il y a quand même un peu d'avancée. Parce que la Chine a annoncé quand même un échange de clés sur 1200 km, alors qu'il y a... Ils ont utilisé un satellite, oui. Voilà, exactement. Alors qu'il y a
Ouais. Non, ça, ouais, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de progrès. On peut effectivement implémenter cette distribution de clés quantiques maintenant, au moins sur des petites distances. Je peux acheter sur le site d'idées quantiques un système et ils vont me le livrer. C'est les images que je vous ai montrées. C'est pas facile. C'est un domaine qui se cherche parce que, d'un point de vue pragmatique, vous avez une sécurité qui est entre guillemets parfaite si vous mettez les attaques à canaux dont j'ai parlé tout à l'heure de côté. En pratique, c'est quand même plus cher, c'est plus lent, le débit de données n'atteint pas ce qu'on atteint maintenant. Donc la question, c'est vraiment, d'un point de vue pragmatique, est-ce que vous avez envie de cette sécurité parfaite? De quoi est-ce que vous essayez de vous protéger? Et donc ça dépend. Est-ce que vous êtes une banque? Est-ce que vous êtes l'armée? Est-ce que vous êtes un particulier? Et donc je pense que c'est un domaine qui va certainement avoir des applications. Je ne suis pas sûr que ça prenne la place de mon téléphone portable, ces communications-là, parce que est-ce que moi j'ai vraiment besoin de... Bon, mais c'est une question intéressante. La semaine prochaine, j'ai une conférence de cryptographie quantique en Angleterre. C'est une conférence annuelle qui réunit les théoriciens et les expérimentalistes. Et à chaque fois, que c'est une conférence qui existe depuis plusieurs années, et à chaque fois que la conférence a lieu, il y a un débat avec des industriels et des académiques où on pose la question, quel futur pour la cryptographie quantique? Quel est le domaine d'application? C'est quelque chose qui devrait avoir un domaine d'application parce que réellement, on arrive à l'implémenter et ça fait des choses qu'on ne peut pas faire classiquement. Mais bon, il faut quand même... En pratique, il y a des limitations et bon, c'est toute une recherche. Bon, je crois que peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, il est temps d'arrêter et de... Bon, encore une dernière alors? Pour le moment, quel est le plus grand nombre qui a été factorisé avec des ordinateurs à 5 il ne faut pas poser cette question. Ça dépend comment vous posez la question. Si vous connaissez la réponse à l'avance, alors on peut faire, je crois, 21. Si vous ne savez pas la réponse à l'avance, pas vraiment, parce qu'on peut faire 21, mais en prenant un peu des courts-circuits. Donc, en disant vraiment, si je regarde l'algorithme de Shor, ce circuit qui permet de faire... Et je sais à l'avance que je vais essayer de factoriser 21, alors je peux faire un petit peu des courts-circuits et l'implémenter de sorte qu'il me donne la réponse 21 égale 3 fois 7. Donc, bon, la réponse à votre question, c'est rien, c'est vrai. Avec 17 qubits, on peut rien faire. Je vous ai dit, 17 qubits, c'était quoi? C'était Enigma. Bon, voilà. Bon, Enigma, c'était bien, ouais. Mais bon, enfin, c'était bien. Ça pouvait faire quelque chose. Donc pas grand-chose. Mais vous avez vu la vitesse à laquelle ça va aussi. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que, pas l'année prochaine, mais dans 4-5 ans, on arrive à factoriser des choses impressionnantes. Pas l'année prochaine. Bon, je vous propose de conclure sur cette note plus optimiste et remercier...